Congratulations! Oh, incroyable! Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi down! Rossi ready now! There is going to be a race direction investigation. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de la saison 2024 de la boîte à clapper. On est très content de vous retrouver pour la dernière fois de la saison pour débriefer et analyser ce qui s'est passé sur le Grand Prix de Valence en MotoGP. Installez-vous, on va tout vous raconter, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et en plus, l'équipe est un peu spéciale. On accueille comme d'habitude Maxime qui est là. Comment va Maxime ? Ça va bien mec, et toi ? Eh ben écoute, ça va tranquille et comme je vous l'ai dit, l'équipe est spéciale parce qu'on accueille le boss du game qui nous fait l'honneur d'être là, Monsieur Yann Marian. Comment ça va ? Déjà, ça crée un petit malaise, le boss, c'est très bien, merci. Vous savez. Si vous avez vu attends, je vais ouvrir un melon dans le frigo. Ça va, Yann ? Ça va, et vous les gars, ça va bien ? Mais écoute, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir. Ce podcast existe depuis 2020 et depuis 2020, je me dis il faut que je lui demande. On a déjà pas mal travaillé ensemble cette année. Je me suis dit ça y est, c'est l'occasion pour clôturer la saison. Donc merci d'avoir accepté. Bah merci, et puis on a enfin trouvé un moment pour pouvoir le faire parce que c'était un peu moi le relou dernièrement. À chaque fois, je pouvais pas. Voilà. Je comprends, t'es un homme occupé. Il y a pas de. Non, j'avais pas envie de venir. Ok, on dit les termes, il n'y a pas de souci. Je te laisse faire un petit laïus sur MotoGP Addict. Tout ce que vous faites, l'énorme étendue de travail que vous abattez, dis-nous tout. Il va le sucer pendant 1h30, 5 minutes. C'est parti, on ouvre un deuxième melon qui est pas au frigo. En fait, faut pas le mettre au frigo, excusez-moi, on va pas parler de bouffe. MotoGP Addict. Déjà, avant, ça s'appelait MotoGP Addict, mais la Dorna nous a bien expliqué que ça leur appartenait comme nom, donc on a fait attention. Mais ils ont été gentils, nous ont prévenus, ils ont pas tout supprimé. On est quoi ? On est sur les réseaux sociaux, voilà, on est une communauté de passionnés, on essaie de produire des contenus. Sur le ton plutôt décalé, et puis des immersions avec un pilote qui s'appelle Martin Renaudin en FSBK. Et voilà, alors ouais, à chaque fois je cherche ce que je peux dire d'autre. On va sortir une petite BD sur les femmes de Rossi aussi prochainement. Voilà, on fait plein de petites choses, mais avant tout, nous sommes des grands passionnés. Et merci à tous les gens qui nous suivent. Et tout simplement, voilà, je suis jamais bon pour présenter MotoGP, c'est incroyable de me taper. C'était parfait. Ils verront par eux-mêmes. Voilà. C'était parfait. Je rajouterais juste que les immersions que vous faites avec Martin Renaudin depuis 2 ou 3 ans, vous faites ça. Ouais. Si vous avez jamais regardé, allez voir parce que c'est vraiment trop bien. Ça vous donne une idée de ce que c'est de l'intérieur, la compétition de moto, et surtout, ça a l'air d'être une team. Enfin, c'est une team qui est vraiment très très cool. Martin est un personnage, il est incroyable, je trouve. Quand en après course, quand tu arrives à capter ses débriefs et tout, je trouve que c'est du miel vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est très très cool. Et j'en profite, si quelqu'un qui écoute parmi les auditeurs a 160 000 euros à donner comme ça, il n'y a pas de problème parce que là on est en mode galère pour trouver des budgets pour Martin. Voilà. Alors, si quelqu'un a ce budget qui me contacte, j'ai rien de particulier, mais qui me contacte, on va trouver. Parce qu'en vrai, s'il a 200 000, j'en prendrais bien 40 aussi. On fait un compte rendu. Bah écoute, moi je pense que vous avez des auditeurs au Qatar, enfin je l'ai vu. J'ai vu des fans sur Twitter qui disaient ouais, on adore et tout, donc voilà, si vous nous entendez les gars, on est tous chauds. Je pense que même Kevin il est chaud, il veut faire du kart, enfin il y a plein de choses. Je suis très chaud. On va les dépenser, vous inquiétez pas. Ouais. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le débrief du week-end de Valence, avec quelques news pour commencer, à savoir l'officialisation de Monsieur Luca Marini sur la Honda officielle du HRC. Donc il va donc passer de la Ducati VR46, qui connaît bien le patron, du coup VR, il connaît un peu le gars, vers la Honda, de laisser vacante par Marc Marquez. On est pas mal revenu dessus, nous, mais Yann, j'aimerais bien avoir ton avis. Moi, la première question, il se disait qu'il voulait un peu sortir de l'ombre de son frère. Est-ce qu'aller sur la fameuse Honda Repsol avec laquelle Rossi a gagné, c'est une bonne stratégie pour faire ça ? Pour s'émanciper de son frère, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, je t'avoue que j'étais super étonné quand j'ai appris la nouvelle. Enfin, déjà, il y avait eu la rumeur il y a quelques semaines. On va peut-être parler des essais après, donc c'est encore autre chose. Ouais. Mais non, écoute, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Alors,
être dans l'ombre de son frère, je sais pas s'il est vraiment dans l'ombre de son frère, c'est son demi-frère. On n'a jamais trop fait de comparaison, je trouve. C'est plutôt cool. Voilà, écoute, je suis content pour lui. Après, je suis juste déçu qu'il n'ait pas eu de victoire avec Ducati parce que c'est le seul pilote Ducati qui n'a pas eu de victoire. Alors moi, j'ai été un petit peu exigeant avec lui cette année. Même Loris Baz m'avait repris là-dessus sur Twitter. Je sais pas si vous vous en rappelez. Mais moi, j'étais un peu exigeant avec lui. Je m'attendais quand même à mieux de cette saison. Donc, on va parler après des essais, donc j'en dis pas plus. Moi, Maxime se pose la question, est-ce qu'il a le niveau pour autant d'attentes? C'est quand même un des guidons où il y a le plus de pression de la grille, c'est le team le plus iconique. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il a le niveau pour autant de pression? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Comme ça. Non, mais c'est vrai. Jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait que des champions du monde ou que des futurs champions du monde qui avaient accès à la Honda Repsol. Et là, pour le coup, la vapeur s'est inversée. On peut parler de Lorenzo, de Marquez, de Pedrosa qui était pressenti comme, Mir qui est champion du monde. Paul Espargaro, c'est un peu l'anomalie. Mais non, c'est vraiment... Honda avait pas le choix, en fait. C'est, comme on en a déjà discuté, c'est le moins pire, sûrement, qu'il y avait. Il a réussi à négocier 2 ans, c'est bien pour lui. Ça, c'est bien. Mais non, je pense pas... Après, ça dépend vachement de la moto. Déjà, à comparaison égale avec tous les gars sur la Ducati, c'était pas le meilleur. Non, je pense pas qu'il ait forcément le niveau pour les attentes, mais qu'est-ce que c'est les attentes en fait? Qu'est-ce qu'on attend de la Honda l'année prochaine? J'en sais rien. Ça, c'est violent pour Honda, ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai, on sait pas vraiment à quoi s'attendre, parce que normalement, on s'attend toujours à ce qu'Honda joue le titre, mais... Là, on s'attend à ce qu'ils vont jouer la dernière place. Je suis désolé, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Beau... Je suis d'accord avec toi parce que, excuse-moi, je te coupe 3 secondes, mais ça traduit clairement le fait d'aller chercher Marini. Je pense que ils étaient un peu en galère pour trouver un pilote, on va pas se mentir. Et ça traduit bien ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi s'attendre de la part de Honda. Et je crois que eux, au niveau des pilotes, c'est un peu un pari quand même. C'est un peu le bordel partout, j'ai l'impression, chez Honda. Autant dans la gestion du personnel, ils sont un peu dans une grosse transition là actuellement. Ils sont dans une grosse transition. Je pense que le départ de Marquez, personne s'y attendait. Même en interne, je suis pas sûr qu'ils s'y attendaient vraiment. Donc c'est un peu un chamboule tout. Tu te retrouves avec Marquez qui s'en va en plein milieu de saison, t'as pas prévu ton coup, t'as pas pu commencer à négocier avec une grosse partie des pilotes qui... le peu qui était disponible, c'est pas non plus flamboyant quoi. Tu vois que Spramax se retrouve aussi à Morbidelli, tu sais, c'est pas, il y avait pas beaucoup de pilotes disponibles et là Honda Repsol elle fait pas rêver grand monde. Apparemment elle faisait rêver Marini très bien, mais ils sont pas tous battus pour y aller dessus. Donc c'était un marché d'opportunités plus qu'autre chose. Vu comme ça s'est déroulé et les opportunités étaient pas folles. Yes, moi je suis complètement d'accord avec vous. On va voir ce que ça donne. Ça me fait un peu peur pour lui. On va espérer que ce soit pas un carrière ending move entre guillemets, genre que ce soit Kata et que derrière il ait du mal à retrouver un guidon, même si son frère est dans la place. Son frère des guidons, on n'a pas 1 milliard à lui proposer dès qu'il va en avoir besoin, donc on va voir ça, mais on lui souhaite parce que même si on est tous les 3, si j'ai bien compris, pas d'immenses fans, il dérange pas, il est plutôt sympathique, donc si ça pouvait fonctionner, ce serait cool. Déjà il a réussi à négocier 2 ans, c'est pas mal hein. Déjà, parce que Honda n'était pas parti là-dessus. Hein. Non, il voulait qu'un an Honda, il a réussi à avoir 2 ans. Donc c'est un des 3 seuls pilotes qui aura encore un contrat en 2025. Enfin, après 2024. Ouais. Et quand tu penses que Zarco, ils lui ont proposé qu'un an. Bref. Ouais, ça c'est honteux. Mais le problème, c'est que quand ils ont eu un Marini arrivé, comme disait Maxime, il n'y avait plus que ça en fait. D'ailleurs, ils n'avaient plus que lui, donc ils se sont pliés à ce qu'ils voulaient. Deuxième signature du week-end, officialisation de Fabio Di Gianantonio chez la VR46 avec une Ducati, donc à la place de Luca Marini. Après une fin de saison tonitruante, il va récupérer un guidon, lui qu'on attendait disparaître et partir potentiellement chez Kawasaki, chez Puccetti. Yann, est-ce que tu es content? Est-ce que c'est un bon choix pour VR46? Écoute, je suis content pour Didja, même si... Alors, avant Valence, je me dis, s'il se retrouve sur une MotoGP, il a quand même un gros coup de bol parce qu'il s'est réveillé quand même un peu tard. Mais quand même, après Valence, je me dis, waouh, le mec, il a quand même fait le taf. Et il se retrouve quand même sur la Ducati, celle qui fonctionne, chez VR46, alors qu'il n'est même pas dans le giron VR46 Academy, tout ça. Franchement, je suis très content pour lui. Je pense qu'il y a un gros capital sympathie autour de ce pilote. Donc, ouais, c'est cool. Mais maintenant, il va falloir bien confirmer ça dès le début de saison l'année prochaine.
Maxime, même question. Je pense que c'est un bon choix pour VR46 parce que c'est toujours pareil que chez Honda. T'as pas vraiment d'options, mais tu te retrouves avec un gars qui était déjà sur la même moto, qui est capable d'eux et il a toujours plus de références, je pense, que les options qu'ils avaient. Ça parlait un peu d'Aldeguer, même si ça a été démenti à la fin. Aldeguer, c'est un peu le même profil, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé en fin d'année, mais il a pas la référence sur la Ducati, quoi. Donc c'est ce qui semble le plus logique. Ouais, moi je suis encore une fois d'accord avec vous, la fin de saison qu'il fait elle est monstrueuse et ça aurait été vraiment dommage de le voir partir sur une moto de 3ème zone en Superbike. J'aurais presque préféré le voir redescendre en Moto 2 à ce compte-là. Mais la course, je suis d'accord avec toi Yann, la course qu'il fait à Valence, c'est de la folie pure. Son rythme en fin de course Qatar, là, il vole. Alors le Qatar, bien sûr. Mais à Valence là, sur les 10 derniers tours, il vole. Vraiment. Ouais. Donc assez content et comme tu dis ouais il a un super capital sympathie Didja donc c'est cool. Je peux même vous confier un truc. Normalement, j'ai pas le droit de le dire. Oh, allez vas-y. Oh, putain. Quand il était en galère un petit peu, le GMT cherchait un pilote Superbike. Si Christophe m'entend, le team manager, il va me tuer. Et on était sur la route entre le circuit et Barcelone, entre Aragon et Barcelone. Et j'ai dit, mais pourquoi pas Didja en fait? Et on a appelé Mickaël Rivoire, qui est le racing manager chez Shoei, pour dire, mais Didja, on pourrait pas lui proposer ça? Et bon, il en a parlé, mais entre-temps, il avait d'autres vues quand même sur se retourner en Moto 2 en priorité ou être pilote test chez Aprilia apparemment, il nous avait dit. Et au final, ma chérie m'a dit, tu te rends compte, il a signé chez VR46 il y a encore plusieurs semaines. Vous pensiez peut-être l'avoir, avec vraiment de la chance, au GMT 94. Voilà, c'est ouf. Ah, ça aurait été incroyable ça par contre, hein. Ça aurait été vraiment trop bien. C'était anecdotique parce que c'était juste un coup de fil, parce qu'il fallait tenter. Mais bon, ça paraissait quand même une chance sur 1000, mais voilà, ça se tentait. Mais par contre, du coup, c'est un peu le coin flip où d'un côté, il arrive à se retrouver en MotoGP, tu te dis c'est un peu un vol quand même, tu vois, c'est le braquage. Il se réveille au bon moment et tout. Même s'il faut noter quand même que, je trouve qu'on en parle peut-être pas assez, mais sous la pression, c'est quand même incroyable. La fin de saison qu'il fait, il en loupe pas une, il fait pas une erreur, il est solide, il est là. Et tu sais qu'on te regarde à toutes les courses parce qu'on hésite entre toi et peut-être un autre et que tes performances elles vont être scrutées. Et le mec est là, quoi. Donc je pense que c'est quand même un bon indicateur sur ses capacités. Après, bon, la reproductibilité, c'est autre chose. Mais imagine de l'autre côté. Enfin, là, on se dit c'est un braquage, mais s'il se retrouve chez Kawa Puccetti, tu te dis, mais là, ça fait vraiment de la peine pour lui. C'est pas mérité non plus dans l'autre sens, tu vois. C'est. Parce que même Randy Depugné, il en a pas envie de la moto. Tu l'entends quand il en parle. Je sais pas s'il a encore un contrat chez eux. Il a annoncé il y a une heure que non. Le WC. Ouais, ben voilà, ça se voit que non, parce que vu comme il a descendu la moto. Il y a une heure, il a fait un post Insta en disant que l'aventure se terminait entre lui et Kawasaki. Ok. Mais oui, je suis d'accord, ça sentait un peu. Messieurs, je vous propose avant qu'on débriefe les courses, de vous demander votre avis sur le circuit de Valence. Yann, qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Et déjà, est-ce que tu y es déjà allé? Ouais, j'y suis allé pour le premier titre de Marquez. En 2013, c'était un cadeau de ma chérie. J'étais comme ouf. Et franchement, en tant que spectateur, il est génial parce que c'est un stade en fait. Donc tu peux prendre n'importe quelle place en tribune. Tu es quand même super bien placé. Moi, j'aime bien ce circuit. J'ai toujours bien aimé, peut-être parce que c'est le dernier, qu'il se passe souvent des choses, on va dire. Maintenant, pour les pilotes, j'ai pas l'impression que ce soit leur circuit préféré, que ça reste quand même un tourniquet. Mais en général, on a quand même souvent du spectacle. Donc ouais, j'aime bien le circuit de Valence et j'embrasse tous les Valenciens. Ça, c'est pour faire en mode télévision, j'adore. Voilà. on les salue chez eux. Allez, bisous. On sait qu'ils nous écoutent. Maxime. Ah je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit, Yann. On va pas le paraphraser. En plus, c'est un circuit où on a souvent des sacrées images en slow-mo. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment un truc anecdotique qui a rien à voir avec mais j'aime beaucoup. On a vraiment des images absolument incroyables sur ce circuit-là à chaque fois. Puis oui, toujours de la tension, toujours des choses à jouer généralement. Donc c'est un week-end qu'on aime suivre avec grand plaisir. Yes. Moi, c'est un circuit que j'aime bien aussi. L'effet stade, je trouve que c'est très très cool. Il y a beaucoup d'ambiance à chaque fois. Le dernier virage archi spectaculaire, tu viens de le dire, mais pas que. Je trouve que le premier secteur est très spectaculaire aussi. Et je trouve l'espèce de ligne droite qui est pas droite au milieu du circuit là, avec la cassure, où ils vont freiner sur l'angle et tout. Je trouve que c'est très beau aussi. Il a l'air d'être. J'arrive pas à me rendre compte s'il y a du dénivelé ou pas. Moi, j'aime bien le dénivelé. À part dans le dernier virage, il y en a pas mal.
Dans le 4 Mais aussi, virage 4, ils arrivent en descente là. Ouais. Il est assez piégeux d'ailleurs le virage 4. Mais je suis d'accord avec toi, Yann, je suis pas sûr que les pilotes l'aiment beaucoup. Étonnamment. Sauf Zarco. Oui, Zarco, bah forcément pour certains au niveau des résultats, ouais, mais dans les discours, c'est un peu comme Le Mans, tu sens que ça botte un peu en touche, quoi. C'est pas non plus le circuit de l'année pour eux, quoi. Puis je trouve que c'est quand même un circuit intéressant où, je sais pas si c'est l'impression que ça donne, mais ou que c'est que moi, mais c'est un des rares circuits enfin en tout cas où c'est aussi flagrant, où ils ont pas tous les mêmes trajectoires, ça peut croiser, décroiser, ça offre des batailles assez intéressantes où les gars peuvent préparer des attaques sur plusieurs virages. T'entends parler Zarco d'ailleurs qui disait qu'avant qu'il se fasse doubler par DJ, il est en train de préparer son attaque pour le virage 6. Enfin, il y a tout un jeu de trajectoire qui peut se faire et qui est super intéressant, je trouve. Donc stratégiquement, même au niveau pilotage, c'est sympa à suivre. Que d'analyse dans ce podcast, vraiment, c'est incroyable. Putain, le, gros. le Je suis niveau est essoufflé. vraiment sublime. Je tiens à dire que Maxime ressemble à Greg Black. Vous ne le voyez pas, mais il ressemble à Greg Black. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un compliment pour moi, mais très peu pour lui, vraiment. Messieurs, je vous Désolé. propose qu'on enchaîne avec le débrief de la course Moto 3. C'est parti. La course Moto 3 donc sur ce circuit de Valence avec une pole de notre ami Colin Veyer. On m'a dit que ça se disait Veyer, donc je vais essayer de m'y tenir. Notre ami hollandais d'ailleurs. Je trouve ça très cool d'avoir un pilote qui est d'une nationalité un petit peu différente que espagnol ou italien. Ça vient peut-être de moi. Je vais peut-être me faire traiter de raciste après ça, bien entendu. Mais en tout cas, moi... Non, ça viendrait de loin quand même si on traite de raciste quand même. Si je peux me permettre là, le mec, Oh bah, c'est plus un ouais, tu sais, raccourci on là. m'a traité de raciste que j'aimais pas le circuit, j'aimais pas le circuit du Qatar. Donc si tu veux... Ah oui, après, c'est vrai. à Bon, partir bah de t'es ce un raciste moment-là. alors. Départ du coup avec une chute dès le virage 2, mais ça tout le monde s'y attendait parce que le virage 2 en Moto 3 ça se passe toujours pas très bien, avec une chute de Pérez. Je savais pas ce qu'il faisait là, le mec il a 25 ans, il fait une course dans l'année, frère, qui est dessus. Et Diogo Moreira, personne n'était donné, de toute façon il en a fait plus par terre que sur le drapeau à damier, je crois. Daniel Olgado va pas tomber mais va se faire embarquer, il va repartir dernier, donc la course va être très compliquée pour lui. Devant, Sasaki va prendre la tête et Honcho est dans le rythme avec David Alonso. Putain, à chaque fois je vois écrire Alonso dans mon débrief, j'ai envie de dire Fernando, mais pas du tout, ça va être compliqué. Déjà, t'as pas dit Sergio Pérez, c'est pas mal. Mazia d'ailleurs est très loin, je pense. Ma théorie, il était en gueule de bois. Je pense que ça fait une semaine qu'il est sous sangria. Je pense que Faudra y en a plus qu'on rien. parle de Godefroy de Montmirail, s'il te plaît. Parce que la on va en cape. parler. On va en parler, t'inquiète. Derrière, on va avoir une chute de Lorenzo Felon. Et je voudrais qu'on s'arrête une minute ou plusieurs sur donc la saison de Lorenzo Felon qui va s'achever dans le bac à gravier, qui a commencé très mal avec une blessure à l'épaule à Portimao, il va revenir en milieu de saison, quelque chose comme ça, je sais plus où exactement, et derrière ça va être assez poussif, il va juste mettre des points en Australie, la course chaotique qui s'est déroulée sous la pluie. Yann, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Lorenzo Felon? Je crois qu'actuellement il a pas de guidon. Comment toi tu vois la suite pour lui? Bah en fait, il y a un mois, on me dit qu'il continue avec le CIP, avec l'aide de la FFM. Et entre-temps, on entend l'inverse, en tout cas. Donc je m'inquiète beaucoup pour lui. Je sais qu'il a un agent maintenant depuis le début de la saison, depuis la disparition de son papa. Voilà, donc il a le même agent que Dylan Ferrandis en motocross. Et Ok. voilà, je m'inquiète un peu. Alors est-ce que maintenant, en championnat du monde, si c'est pas le CIP, j'y crois pas trop, à part s'il y a vraiment un budget, s'il vient avec un budget. Et après, sinon, je le vois bien retourner en Espagne, peut-être en CV, bah voilà, il y a moyen de faire quelque chose là-bas. Mais pour le reste, je suis quand même super inquiet pour lui. Et voilà, ça me fait un peu peur pour lui, tout ça. C'est ce que j'allais te dire. Et qu'est-ce qu'il a comme porte de sortie? Moi, alors tu sais mieux que moi, mais en 600 Super Sport, les guidons, ils sont attribués déjà? Non, ils sont pas attribués, mais il faut que tu arrives vraiment avec des budgets. De toute façon, le reste des équipes qui sont encore en place, qui n'ont pas de pilote, il va falloir arriver avec un budget. Donc, je sais pas où il en est là-dessus. Donc, ouais, franchement, c'est super chaud. Vas-y, Maxime. J'ai une précision juste sur le Cafelon et après j'aurai une question pour Yann. Il était inscrit à la liste des pilotes pour le test Pirelli qui a eu lieu hier. Lorenzo Felon, il a pas roulé, alors peut-être qu'il s'est fait mal pendant sa chute. Tu vois, j'avais pas cette info, mais, c'est intéressant. mais il était inscrit en tout cas encore avec le CIP, donc je sais pas si Salvador reste avec eux déjà. Mais Est-ce que c'est bien mieux que Felon? Je suis pas sûr.
C'est pas ça la question, c'est si Salvador s'en va déjà, ça lui laisse une chance de plus, quoi. Mais deuxième question, moi ça m'intéresse un peu, on parle de budget, est-ce que sans trop trahir de secret, Yann, qu'est-ce que c'est le budget pour une saison, par exemple, s'il veut partir en CEV, donc si je comprends bien c'est Moto 2 Europe, en gros, c'est ça Ouais. hein Ouais. ou en 600 Supersport. Alors, tu vois, je pose la question en même temps à Thomas qui s'occupe de ses communiqués à Lorenzo Fellon, donc on verra s'il va nous répondre rapidement ou Faut pas. avoir des infos live, c'est Pas incroyable. sûr, c'est pas sûr, je ne podcast, garantis ça rien donne les quelque gars chose. parce qu'ils sont en mode fin de saison et je leur souhaite de profiter un peu ce soir à Valence, les journalistes. Mais les budgets, écoute, moi j'ai entendu pour Johan Gimbert en tout cas, parce que normalement il devrait rouler en CEV en Moto 2, tu pars quand même sur des 600 000, 500 000 euros. C'est quand même des grosses sommes. Et Oui. après, en super sport, ça dépend des équipes, mais tu pars entre 200 jusqu'à pareil 500 000 euros. Donc c'est quand même des grosses Ok. sommes. Alors il y a des pilotes qui ont pas mal de partenaires avec eux, mais aujourd'hui c'est là. Bon, ça sera un autre sujet à aborder, mais pour faire de la moto aujourd'hui, faut avoir des sous quoi. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a plein de questions qui pouvaient en découler, mais c'est quand même étonnant que. Du coup, enfin, moi je suis peut-être une réflexion bête, mais du coup, le 600 Supersport c'est quand même un championnat mondial, et du coup, le CEV coûte plus cher, alors que c'est un championnat peut-être européen. C'est la ça moto, dépend. je pense, mec. C'est la moto si tu es une moto 2. Après, en CEV, tu as une catégorie où tu as les moto 2 et les 600. Martin Ok. Renaudin a fait une wildcard l'an dernier, il s'est retrouvé avec des moto 2 alors que lui il était sur une R6, tu vois. Donc voilà. Bah, giga intéressant, et en tout cas on espère, on croise les doigts pour lui, qu'il retrouve un guidon. Alors si ça pouvait être un mondial, tant mieux. Si c'est pas un mondial, ailleurs, mais en tout cas qu'il se retrouve pas complètement sur la touche et qu'il puisse continuer sa carrière, parce que le potentiel il est là. Il a été rapide avant d'arriver en Moto 3. Toute sa carrière en Moto 3 c'était compliqué, mais avant c'était un mec qui était très rapide, donc on espère qu'il va pouvoir continuer et trouver du déclic. Derrière, sur cette course de Valence, du coup, on va avoir un long lap pour Xavier Artigas, parce qu'il s'avère que c'est lui qui a fait tomber tout le monde au deuxième virage du premier tour. Mec, c'est Euh, l'assassin. Je crois qu'on en parle, mais. Mais pas est-ce que revu. vous avez vu ce qu'il fait? J'ai pas revu. T'as pas revu? Alors, sur l'angle de la caméra, on voit pas hyper bien, mais il arrive comme un pélican à l'intérieur, mec, et il sort tout le monde. C'est gravissime ce qu'il fait. Vraiment. Parce que là, c'est pas, il arrive à l'intérieur, il les relève. Il arrive comme une furie à l'intérieur. Bah, après, c'est Moto 3, tu vois, c'est. Mais le double long lap, il est pas volé. Parce qu'il les sort, et il les sort propres. Derrière, du coup, on a Ortola, Kelso et Rueda qui vont être dans le premier groupe aussi, qui vont nous faire une bagarre à 5 pour la victoire. Devant, Sasaki va réussir à la tenir correctement, mais on va avoir une belle bagarre entre Alonso et Ortola. J'étais un peu déçu que Denis Onjou soit trop loin pour tenter quelque chose, parce que je me suis dit là, Denis Onjou, on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il est capable de débrancher complet. Dans le dernier virage à Valence, en plus, il y a plein de possibilités. Je me suis dit, il va tenter un truc de fou furieux, mais dommage, il manquait 5 mètres, je pense. Donc on va avoir une victoire enfin d'Ayumu Sasaki, la première de la saison, devant David Alonso, Ivan Ortola, Veillard 5ème, Denis Onjou 6ème, Rueda 6, Kelso 7, Olgado 8, qui fait de belles remontées, David Munoz 9 et Ryusei Yamanaka 10ème. J'ai deux questions pour vous, notamment pour toi Yann, je sais que tu l'aimes bien. Sasaki enfin gagne une course cette saison, un peu tard, mais ça fait plaisir pour lui quand même. Non, je suis très content pour lui. Je pense qu'on va peut-être parler de Mazia après, mais non, Ouais, je ouais. suis pas content pour lui parce que c'est pareil, c'est comme du DJI, c'est des pilotes qui ont un capital sympathie et je pense que nous, en tant que fans de moto, on aime voir des pilotes japonais devant. Je peux pas t'expliquer pourquoi on a ça, peut-être Je parce suis qu'ils ont d'accord. des magnifiques casques à rail à chaque fois. Enfin, alors lui, c'est plutôt Red Bull, donc c'est pas la déco qui est magnifique, mais le casque, on va dire la forme du casque. Et puis bon, voilà, c'est un pilote qui est souriant, sympa et voilà, on est super content. Bon, je m'arrête là. Peut-être qu'on va parler de l'histoire avec Mazia après. On va y revenir, t'inquiète pas. Mais allons-y, écoute, allons-y. Moi, je voulais vous poser la question de l'attitude de Mazia. Alors après, ça peut être un peu plus large que à Valence, parce qu'en fait, je l'ai trouvé dramatique en fin de course. Il fait une course cata. Après, on s'en fout, il est titré, hein, donc il fait ce qu'il veut. Mais alors, avec sa cape, il fait son burn, il s'arrête. Enfin, il a encore fêté le titre comme un sauvage. Il y a des photos qui sont sorties de lui. Il fume un gros cigare au Qatar et tout. Putain, frère. Moi, je le trouve je trouve son attitude un peu agerbée. Enfin, je crois que Yad, j'ai cru comprendre. T'es un peu d'accord avec moi? Non.
En fait, déjà, je pense que c'est le fils de Jorge Lorenzo caché. J'aurais pu à parler. Jorge Lorenzo, il en a le mis mec partout, qui essaie de faire l'espagnol, j'avais qu'à dire Jorge. Non, l'attitude. Moi, je suis pas forcément d'accord au Qatar. Pour moi, voilà, il a été agressif, il a fait ce qu'il fallait. Pour moi, c'est plus son collègue, la Fernandez. Je sais pas trop ce qu'il a foutu. L'autre, vas-y, mets-le-toi de tes affaires, t'es gentil. Après, bon, Masia, j'aime bien, moi, les têtes de mort, on les appelle. Voilà, c'est une tête de mort et j'ai bien aimé la situation. Bon, après, Sasaki, dommage pour lui. Douane a pris sa défense, donc, écoute, t'es vice-champion du monde, mais t'as quand même Douane qui prend ta défense, donc. Tu peux quand même dormir tranquille. Non, je plaisante. Dans 2 ans, on l'aura tous oublié. Hein. Ouais. Non, mais voilà. Et puis en général, je sais plus, on en parlait, je crois, hier soir dans le talk, des pilotes qui font des fois 2 ou 3 au championnat, bah, tu les retrouves peut-être un peu plus facilement après en MotoGP. Enfin voilà, on verra, Sasaki, je pense qu'il progresse à chaque fois. Déjà, il fait beaucoup moins de conneries qu'avant et non, je suis content. Et puis après Masia, bah écoute, pour la célébration avec la veste en cuir, je sais pas, ça rend hommage à sa région parce qu'il est du coin de Valence, quoi. Mais là, les gars, c'est un peu comme Acosta. À un moment, il va falloir peut-être qu'on s'occupe, faut qu'on leur propose des célébrations parce que là, c'est plus possible, quoi. J'ai l'image de la 4L jaune. C'est une 4L jaune, non, dans les visiteurs? C'est celle de mon père sort aussi. du Mon maïs, père là, a qui une fait très jeune Sarrazin. aussi, je te jure. Mais ça me fait penser aux visiteurs, ouais. Je te jure. L'autre, je sais pas. En plus, je repense à des scènes du film en train de parler Masia comme ça, t'imagines, quoi. Il n'y a rien de stylé là-dedans. Je sais pas à quel moment il se dit la cape en cuir avec la moumoute sur le côté, le numéro 1 dos. Il n'y a rien qui va, c'est immonde. Oh là là. Il est arrivé comme ça, sire. Bref, c'est pas possible. Pour revenir sur ce que tu disais, par contre, en fait, l'attitude de Masia, comme disait Yann, rien à lui reprocher. L'attitude de Pitito Fernandez, il essaye d'exister comme il peut dans le championnat, et puis mine de rien, bon, c'est regrettable, mais c'est un travail, c'est un sport qui parfois est d'équipe. On a pu le voir avec Ducati cette année. C'est sale, la manière de faire, c'est pas top, mais c'est un sport d'équipe, ils ont travaillé en équipe, et je pense que quand t'es pour l'équipe et que t'es son coéquipier, t'es content de l'avoir avec toi. Il l'a aidé, il a participé au titre à sa manière. C'est comme ça. Ce que je trouve plutôt regrettable, c'est peut-être un peu la com de Léopard, qui insiste, remet des postes, et on vit notre best life, et nani, et on est champion du monde, des cigares, et ceci, et ça fait des... Ouais, mais tu sais, ils ont besoin de vendre des canettes fait... aussi, les mecs, quoi. Voilà, Ils ont un pack de 10 encore à vendre, à un moment, il faut le vendre, quoi, tu vois. Non, je trouve ça plutôt... c'est ça, cette partie-là qui est un peu dérangeante. Après, pour revenir sur sa course un peu désastreuse, c'est un peu le syndrome comme Acosta où les mecs sont bookés pour faire des tests 2 ou 3 jours après. Et t'as pas forcément envie d'aller te battre, d'aller te mettre en l'air alors que tu vas essayer de la moto de l'année prochaine, je pense. Ça trotte un peu dans ta tête, le championnat il est plié, t'as rien à l'éprouver. Bon, certes, t'as envie de finir en beauté, mais quand dans 2 jours tu roules avec une moto ou avec un nouveau challenge, t'as pas envie de peut-être tout jeter à la poubelle, donc ça doit être aussi dans un coin de leur tête. Je comprends ça. Bon, après, voilà, j'ai déjà maintes et maintes fois revenu sur le cas de Masia. Assez d'accord, Yann, sur ce que tu disais sur lui, son attitude en course au Qatar. Me dérange pas trop. Moi, c'est l'après, voilà. La com, comme t'as dit, Maxime, après. Le mec, il en a fait des caisses. Ouais. Après, sois discret, sois bon vainqueur. Ouais, voilà, c'est ça. Mais surtout qu'il a le visage. Quand ça se passe comme ça. Il a quand même le visage d'un mec avec qui t'as envie de te battre en boîte, quand même. Non, je sais pas. Une tête à claque monstrueuse. Ouais, je suis désolé. Si tu écoutes Jaume, on est en boîte. Tu vois, moi, à 3h du matin, je suis éclaté, j'ai envie d'y aller, quoi. Donc, voilà. En plus, il est pas épais, hein, donc quand tu te dis que t'as non, une peut-être chance... qu'il me défonce, tu sais, le mec, il y a toujours des mecs comme ça, ils te défoncent, ils sont tout queus, mais voilà. Non, mais au moins, tu peux te dire que peut-être, parce que s'il était stock, t'irais pas. Ah, mais... Ouais, c'est ça. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais aussi, où il en fait des caisses et tout, faut aussi revenir sur le fait que... Enfin, faut voir par où il est passé, quoi. Oui. Faut voir les saisons galères qu'il a enchaînées et tout, il revient quand même de loin. Je pense qu'en début d'année, il y en a pas un qui met un caillou sur lui, donc... Yvan. C'est vrai. Ah, d'accord. Oui, mais lui, c'est l'oracle, c'est différent. Ouais. Et mais ouais, je pense que la joie est légitime aussi. C'est vrai. C'est sûr, on verra ce que ça donne l'année prochaine en Moto 2 pour ces 2 hommes. D'ailleurs, Moto 2, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto 2 du week-end. C'est parti.
La course Moto 2, du coup, avec un début de week-end où Acosta domine les 2 premières séances d'essais libres, on se dit c'est à peu près normal parce que il a gagné l'année dernière, donc c'est le boss, il va aller regagner. Tout va bien, sauf qu'il va complètement disparaître, on va plus le voir du week-end après. Samedi, dimanche, à moins qu'il a fait la fête vendredi, je sais pas, il est sorti décalé, normalement c'est jeudi soir, là c'était le vendredi. Bon, c'est peut-être différent en Espagne, ils font tout en retard. On partira avec une pole de Canet où on va se dire, peut-être qu'il va enfin gagner. Devant Aldeguer et Ramirez. Bonne fin de saison de Ramirez qui progresse depuis qu'il est arrivé chez OnlyFans, on se demande pourquoi il progresse tant. Peut-être des choses qui le motivent. Acosta, du coup, lui partira 6ème. Arbolino, un peu comme sa fin de saison, sera un peu cata. De toute façon, toujours un peu des problèmes en qualif, même quand ça se passe, c'est bien. Il passera pas en Q2 et s'élancera assez loin de 19ème. Dernier suspense de la saison, une bataille à distance, Dixon-Aldeguer pour la 3ème place du général. Dixon lui partira 5ème. 7 points de retard pour Aldeguer. Ce qui va arriver à les combler, le suspense est à son comble. À noter aussi la dernière course de l'écurie de Cito Pons, qui sera toujours présent dans le paddock l'année prochaine. Mais c'est fini pour lui la carrière de manager et l'écurie à son nom. On y reviendra peut-être après si vous voulez les gars. Mais voilà, fini dernière course pour du coup Sergio Garcia et Canet sous les couleurs de Pons. Le départ de la course du coup avec un all shot d'Aldeguer devant Canet et Ramirez, donc les 3 vont tenir leur rang. Et derrière ça va être un peu plus musclé le premier tour quand même, avec une chute de Garcia assez spectaculaire qui va s'accrocher avec un Vietti recoupant la trajectoire en venant de l'extérieur. C'est un peu compliqué parce qu'en fait Alonso Lopez va partir très très motivé. Il va tenter une attaque assez violente, non, comment je pourrais dire ça, trouve les mots à ma place s'il te plaît. Non, pas kamikaze, c'est vraiment genre viril. D'accord. Sur Samkiat Chantra. Ils vont faire un 3 de front en fait où Vietti va se retrouver à l'extérieur, Lopez va arriver un peu violemment donc ça va écarter tout le monde, Vietti recoupe. Et au moment où il recoupe, il y a Garcia qui le voit pas forcément parce que lui il double sa latch. Donc c'est un peu vraiment le fourre-tout. Et du coup, en fait, incident de course, quoi. Il y en a un qui croise la trajectoire parce qu'il voit pas forcément, il arrive de l'extérieur, un autre qui est concentré à faire son dépassement intérieur, mais qui voit pas forcément ce qui se passe ailleurs. Donc, contact. En fait, Garcia va accrocher l'arrière de la moto de Vietti, ça va le faire partir en high side, et là, qui se retrouve là? Izan Guevara, sûrement en train de répondre à un texto de sa meuf, qui lui passe malheureusement dessus. Ça c'est beaucoup moins drôle parce que la chute est vraiment spectaculaire, il s'envole vraiment très haut, il se retrouve par terre. Miraculeusement, on sait pas comment, il se fait rouler sur les jambes, mais il se relève 30 secondes après. Enfin, c'est ouf. Et à noter, c'est ça l'info que je cherchais tout à l'heure, il était au test hier. Donc il prend le vol qu'il prend, il se fait rouler dessus et il fait les tests et il finit devant Ogura. Donc vraiment, je sais pas, là c'est vraiment des moments où ça se passe, c'est assez miraculeux. Tout va bien. Donc on continue, attention, poussez-vous. Lopez arrive, il passe en force sur Pedro Acosta, au virage 4 toujours, il l'écarte, il le relève. C'est toujours très viril, puis quelques tours plus tard, il s'en va violenter Dixon de la même manière, qui voit sa 3ème place au général s'envoler. Puis il va passer Ramirez par contre d'une certaine manière où ils vont commencer, comme on disait, à faire des petites passes d'armes et il va vraiment le passer au frein d'une manière assez folle. Je sais plus quel virage c'est, mais c'est super fort. Et du coup, il va s'adjuger la 3ème place provisoire sur le podium. Pendant ce temps-là, les deux de devant se font la malle. La machine Aldeguer se met en marche. Il enchaîne avec une régularité déconcertante, des chronos qu'il aurait placés dans le top 10 de la qualif. Il est vraiment sur une autre planète en fin de saison. Il va finir par faire craquer Canet qui n'arrivera pas à passer sous les 34 alors que Aldeguer, pendant une dizaine de tours, va tourner en gros 33, entre 33.6, 33.9 par là, c'est hallucinant, il est vraiment sur une autre planète en cette fin de saison. Donc ça va l'amener sur la victoire de la course, avec un Canet 2ème, malheureusement 19 podiums sans victoire. Peut-être l'année prochaine, essaye encore. Et pendant ce temps-là, Ramirez va pas lâcher. Ah putain, le monologue est très long, je suis désolé. Ramirez va pas lâcher. Normalement, il s'est vraiment rien passé, mais j'ai trouvé des choses à dire. Ramirez va pas lâcher jusqu'au dernier tour, il va vraiment pas lâcher. Il va essayer d'aller la chercher, mais Lopez est imprenable. Il est vraiment très fort. Je me suis dit, il va se mettre dans les graviers. Normalement, c'est quand il a un rythme comme ça. Soit il emmène quelqu'un avec lui, il a pas réussi, pourtant il a essayé 3 fois. Mais c'est passé. Et il s'est pas mis tout seul par terre, donc c'est fort. Ça va s'amener une bataille jusque dans le dernier virage où Ramirez va tenter au panache d'aller chercher le podium. Il va tenter de le passer, mais en fait Lopez va recroiser la trajectoire, meilleure traction, et il passera sur la ligne. Ça nous fait un podium Aldeguer, Canet, Lopez, de Bosco Scuro sur le podium. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette course? Sam Lowe ne s'est pas bourré. C'est incroyable. Et il a disparu des radars en fin de saison, Sam Lowe. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il a existé cette année?
Non, franchement, il a été nulle Voilà. part cette saison. Moi, je l'attendais en me disant, pas pour le titre forcément, mais c'est un mec qui peut gagner des courses, qui peut un peu faire chier pour les podiums et tout. On l'a pas vu. Vraiment, j'ai un peu peur pour lui l'année prochaine en Superbike. Et enfin, je suis pas sûr qu'il s'en sorte, quoi. Je sais pas. Bah, en tout cas, il va se retrouver avec la meilleure moto en Superbike, donc il y a peut-être moyen. Je sais pas. Je sais pas Ouais. trop. Peut-être qu'il avait déjà, parce qu'il a quand même signé assez tôt son aventure Superbike, et peut-être qu'il avait déjà la tête un peu à ça. Ouais, C'est une nouvelle aventure à mental voir. Ouais, puis c'est un peu les mêmes risques. C'est souvent un mec qui s'en met des bonnes et qui finit souvent blessé, donc Ouais. peut-être qu'à un moment donné, t'essayes de, de voir les choses différemment. Ouais, c'est- Quelque chose vous a marqué peut-être en particulier, vous revenir sur quelque chose? Moi j'ai quelques questions à vous poser, mais Moi, j'ai Mais, juste à dire que la ponce était vachement plus belle avec la déco que sur la fin de saison. Enfin, que toute la C'est saison. vrai. En fait, la déco qu'ils avaient, elle était vraiment très belle, alors que le reste, je les ai trouvés pas ouf. elle était vraiment immonde toute la saison. Moi j'ai deux questions à vous poser les gars, si vous avez rien d'autre à rajouter. Vas-y. On a entendu l'info pendant la course. Firmin Aldeguer serait déjà en négociation potentielle avec Pramac pour 2025. Est-ce qu'au final, Pramac a pas signé Morbidelli un peu trop tôt? Un peu trop tôt. Vas-y, Yann. Vu la gueule qu'il tirait ce matin dans le box Morbidelli chez Pramac, peut-être que c'est déjà signé. Hein. Non, je plaisante, mais je te jure, ce matin, il m'a déprimé. Je fais, gars, t'es heureux, t'es sur la Ducat, quoi, aux essais à Valence. Mais non, mais Morbidelli, moi, je pense on le sait tous, je pense qu'il a été placé par VR46. C'est une belle opportunité pour lui. Je dis pas qu'il va rien faire, mais Aldeguer, de toute façon, c'est un petit joyau qu'il faut récupérer. Hein. Ça, c'est clair. Et je pense que Ducati veut le récupérer, ils ont bien raison parce ça va être compliqué. Ça se voit comme il roule avec un châssis Bosco-Scuro, alors qui est très bien sur certains circuits, pas tout le temps. Là, le gars, il a enchaîné tout le temps, donc ouais, il y a moyen que, ouais, il faut le récupérer, ce mec-là. Kevin, ton avis? Pas mieux, ouais. Moi, c'est un gars sur qui j'ai beaucoup tiré en début de saison parce que je le trouvais irrégulier. Ok, il avait des espèces d'éclairs de génie, mais c'était quand même pas fou. Et là, il vient d'enchaîner. En fait, il vole depuis 5-6 courses, c'est n'importe quoi. S'il y avait eu la course en Australie, il l'aurait gagné aussi. Hein. Enfin, il a un rythme de fou en Australien. Donc, j'ai rarement vu ça. Après, des mecs qui font des fins de saison de fou furieux et qui disparaissent la saison d'après, il y en a eu plein. J'ai une pensée pour Dani Pedrosa qui fait une fin de saison en 2012 lunaire. Il roule sur tout le monde. Et tout le monde se dit, bah en 2013, c'est pour lui. Et sauf qu'il se fait ken par un rookie. Donc, donc du coup, voilà, je pense, quand je fais un espèce de balayage mental de la concurrence, je vois pas qui va pouvoir le faire chier l'année prochaine. Mais attention quand même. Ouais, t'as toujours cette réflexion-là où... enfin, moi, j'ai jamais connu ce pilote sur une saison complète. Ça a toujours été un peu sous courant alternatif. Alors bon, là, c'est sûr que c'est très fort, mais t'as toujours ce truc-là de te dire, bah, l'année prochaine, on sait pas. C'est comme Didia, tu vois, c'est... Bah... T'as l'impression que c'est pas très 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 fiable encore, quoi. Même si voilà, ils sont très solides tous les deux sur la fin d'année, hein. C'est des mecs sur qui on a beaucoup d'attentes et qui sont beaucoup dans les discussions, donc ils assurent clairement. Mais ouais, un peu de méfiance quand même. En sachant que d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis au niveau des châssis Bosco-Scuro, il y aura 4 motos Bosco-Scuro l'année prochaine. Ouais. On en parle rapidement. Ce sera peut-être bien pour eux pour le développement. Hein, Et surtout que ça fait quand même 2 fois plus de motos. Les deux autres, pardon, c'est des mecs qui vont vite aussi, c'est Ogura et Sergio Ouais. Garcia. Donc ça va faire de la data de 4 mecs. De qui vont l'info et tout, ouais, c'est cool Ouais. ça. Je pense c'est peut-être pas plus mal d'avoir. Je me posais la question, c'est peut-être pas plus mal d'avoir que 4 motos, mais avec 4 gars qui vont très vite et qui auront, je pense, un bon retour d'info, plutôt que d'en avoir 18 et t'as à boire et à manger, quoi. vite. Ouais, c'est Exactement. possible. C'est possible, ouais. Ma deuxième question, c'était... c'est super long, on n'a jamais autant parlé de Moto 2. Ma deuxième question, c'est Pedro Acosta finit la saison avec 7 courses remportées. Une saison quand même dominée, on peut pas dire le contraire. Le titre à la fin de l'année. La question qui se pose, c'est la concurrence. Est-ce qu'elle était vraiment là cette année? Est-ce qu'on s'emballe pas un peu trop pour Acosta en MotoGP l'année prochaine? On voit du Crack, du futur Marquez, en sachant qu'il arrive quand même chez Tech 3, une écurie qui gagne pas forcément, voire très rarement, qui a... Alors là, je vais être dur, je les aime beaucoup, hein, mais qui a très rarement amené les rookies là où on l'attendait. Je vais pas en dire plus, je vais vous laisser développer. J'ai mis des pistes. Qui veut commencer? Peut-être Yann? Vas-y, Yann.
Ouais, quoi qu'il arrive, par rapport au fait de rebondir sur Tech 3, je pense qu'il va rester 1 an. Et si ça fait vraiment des performances, on va très vite apprendre qu'il va remplacer Miller sur la KTM. Déjà que ça a été une rumeur qui a traîné pendant toute la saison. Je pense que là-dessus, voilà. Maintenant, Acosta, alors je vais commencer à faire le malin, tout ce que j'aime pas. Mais j'avais discuté avec Zarco. Zarco, clairement, il m'avait dit qu'il le mettait vraiment parmi ces pilotes qui ont un talent à la Marquez. Il le compare pas à Marquez, mais en tout cas, il le met dans une catégorie de mecs qui ont quelque chose en plus que les autres. Donc voilà, c'est son point de vue d'expert, en tout cas, de pilote. Il y a moyen. Le seul point pour moi, c'est la façon dont il a géré certaines saisons, notamment l'an dernier, le début de saison en Moto 2, où et là, même sa fin de saison, bon, peut-être qu'il a relâché avec le titre, mais il y a des petits moments où ça redescend un poil, quoi. Voilà, c'est juste une petite observation là-dessus. Kevin, des choses à rajouter? Moi j'avais call qu'il allait gagner 10 courses cette année. Il en gagne que 7. Donc je suis pas déçu parce que clairement il a été au-dessus du lot cette saison, mais effectivement la question de la concurrence se pose. Je m'attendais à ce qu'il ait plus de fil à retordre par Ayogura par exemple, et aussi par Sam Lowe, j'ai pas peur de le dire. Donc par contre je pense quand même qu'il va tout casser, parce que je pense que je suis d'accord avec Zarco, vraiment on partage des avis lui et moi. Je pense que c'est invraisemblable. Alors moi, il m'a parlé de ses histoires de cul à Acosta aussi, Zarco, mais je peux pas en dire plus. Parce que je vous explique, ils louent les mêmes j'adore, là je suis en mode putain de merde. dans le paddock. Vous savez, tu sais, ils louent eux les trucs MotoGP Village là, pour dormir. Eux ils ont pas leur motorhome à eux, et eux ils ont des cabines, une sorte de cabine appartement, et son voisin c'est il a Acosta d'un côté, Martin et je sais plus quel est le troisième, mais Acosta, voilà. Apparemment, c'est pas un gros performeur là-dessus, mais voilà, c'est tout ce qu'il dit, Johan Zarco. Faut bosser le cardio. Exactement, l'explosivité. Mec, t'imagines quand même Zarco dans la boîte d'à côté, qui fait un débrief avec sa meuf, qui ce soir, bon, à 5h30, franchement, on a connu. Ou le lendemain, tu sais, parce que je sais pas s'il dort avec son physio, là, son kiné, mais il fait hier soir. Et je sais pas s'ils se font des tableaux Excel, tu vois, mais ils se tiennent des petites réunions quand même avant de commencer à parler sérieux. Mais il est génial. Alors Acosta hier soir, c'est franchement. pour ça que j'adore ce gars, parce que cette personne, elle est incroyable, vraiment. Zarco ne change rien. Du coup, en MotoGP, je pense que Pedro Acosta va tout casser. Voilà, je pense qu'il a dès la première saison Tech 3, pas Tech 3, comme dirait Claude Makelele, bat les couilles. Pour moi, je le vois essayer de gratter un podium dès cette saison, voire une victoire sur un malentendu. Vraiment, je le pense. Ok. Donc, Il y a moyen. Parce qu'il y a le parallèle qui se fait quand même avec. C'est bidon, mais. Il y a le parallèle qui se fait avec Raúl Fernandez. C'était pas la même moto. C'était vraiment pas la même moto à l'époque où il est arrivé. Mais Raúl Fernandez, c'est 7 victoires sur une saison à 18 courses. Une saison incroyable, et il arrive, il voit pas le jour. Ouais, mais t'as raison, mais le parallèle il existe, et le scénario il existe pour Pedro Acosta aussi. Donc ça. Enfin, c'est pas tout cuit non plus, va falloir qu'il bosse, ça va vite en MotoGP, hein. Les 21 autres pilotes sont pas là pour le laisser gagner, donc ça va mais surtout ils vont pas vouloir le laisser gagner, parce que c'est typiquement le mec qui arrive, il a annoncé comme crack, ils vont tout faire pour que ça arrive pas. Mais après, seul truc qui est vraiment pas pareil, c'est je pense que c'était la première année de Tech 3 sur la KTM, donc ils étaient peut-être un peu en appréhension, en apprentissage de la moto. Ils commencent à avoir un peu plus de bagages et la moto est meilleure maintenant. En tout cas, on espère pour eux que ça se passera bien, parce que si ça se passe pas bien avec Acosta, ouais, carrément. Je pense qu'on a fait le tour sur la Moto 2. Yes. Non, moi je trouve pas. Mais c'est mon avis. Allez, c'est parti, MotoGP. La course MotoGP sur ce circuit de Valence. On va avoir une pole de Maverick Viñales, notre ami Top Gun qui se réveille. C'était sa dernière course. Je vais essayer de faire quelque chose. Zarco va se qualifier 3ème. C'est la première. Ça faisait une éternité qu'il n'avait pas fait de première ligne. Ils l'ont dit, je me souviens plus, mais je crois que c'est la première de l'année qu'il faisait. Je me rappelle plus où était Quartaro, mais quelque chose comme 15ème. Il va pas réussir à accrocher la Q2 de nouveau, malheureusement. Je vais passer très très vite sur la sprint. On va avoir une victoire de Jorge Martin et Bagnaia va terminer P5. Zarco va finir très loin et Quartaro va manquer de peu de nous offrir le drama de l'année.
Parce qu'il va chuter en doublant Peko Bagnaia. S'il l'emmène, c'est n'importe quoi. Là, c'est popcorn. Du coup, à la fin de cette course, on va avoir 14 points d'écart entre les deux. Donc, ce qui fait que si Jorge Martin gagne, Peko Bagnaia est obligé de terminer dans le top 5, ce qui n'est pas fait. C'était pas tout cuit pour Bagnaia. C'est pas comme s'il avait juste à terminer dans les 15 premiers. Surtout que là, il termine à peine 5ème. Et il y avait des mecs qui avaient du gros rythme, notamment Binder, Quartararo, Viñales et Marc Marquez. Donc c'était pas tout fait pour Bagnaia, donc ça annonçait une course intéressante. On va le voir, elle va l'être. Bagnaia va se retrouver en pole car Maverick Viñales va prendre une pénalité parce que je veux pas dire le mot parce que je veux pas être désagréable, mais il perd de l'huile sur la piste, c'est pas son problème, il reste sur la Tête de piste. bite. C'est un complot pour aider Bagnaia. Ouais. Voilà, en fait je lui en veux parce qu'à cause de lui. Mais c'est connu, la Dorna, ils veulent aider des Italiens. C'est normal parce que vu Oui, qu'ils bien sont sûr. espagnols et qu'il y a un autre espagnol qui joue en face, c'est logique en fait, tu sais. Enfin, Mais je lui en veux parce que ça a donné l'eau au moulin des complotistes, donc vraiment insupportable. Notre ami Viñales. mec, la gueule du moulin aussi. Hein. Faudra qu'on en parle un jour, mais. Bagnaia va faire le all shot, mais Martin va faire un super départ et il va réussir à le suivre derrière. Marc Marquez va accrocher Bezzecchi et le faire chuter. Messieurs, je vous fais un premier stop. Il va pas être pénalisé très rapidement. Il aurait dû ou pas, Yann? Oui, ouais, je pense. Quand tu vois d'autres pénalités dans la saison, sur d'autres pilotes, il aurait dû être pénalisé. Maxime? Marquez Bezzecchi? Ouais. Oh oui. Et derrière, les déclarations de Bezzecchi m'a vendu du rêve. Je pense qu'il a la confiance parce que Rossi est dans le paddock, mais il a tiré dessus, mais à boulet rouge, quoi. Enfin, je me suis dit, il se sent plus là, c'est pas possible. Il était déjà bourré. Ouais, je pense qu'il Il s'est fait coller avant la course, ouais. il était déjà rabat. Du coup, les deux KTM vont être dans le rythme tout de suite. On va avoir un super départ de Zarco. Derrière, Quartararo est très loin, il va nous dire qu'il avait de la fièvre. Pas nous, mec. T'étais en GDB, t'étais avec Mazia hier soir. Tu vas pas nous la faire. Le mec, il nous dit qu'il a 42 fièvre, il est torse nu et tout. S'il te plaît, respecte-nous. Sois gentil. Après, t'as eu bien raison, t'as plus rien à jouer. Bas les couilles. Et derrière, on va avoir du coup à peine 3 tours. Bagnaia et Martin se sont un peu échappés. Et Jorge Martin va faire une énorme erreur au bout de la ligne droite. On voit en fait. Il va l'expliquer après. Il essaye de mettre en place sa stratégie. Il sait pas trop ce que ça va être sa stratégie du coup parce qu'il voit que Bagnaia est tout de suite là. Donc je pense qu'il savait pas trop quoi faire. Rester derrière pour lui casser les couilles, lui mettre la pression. Passer devant pour casser le rythme et attendre que les autres remontent. Du coup, il se fait aspirer. Il manque de le percuter. Mais je sais pas comment c'est possible qu'il le touche pas. Et il va écarter, se retrouver très très large au premier virage et revenir 8ème. Son retour sur la piste. C'est n'importe quoi. Je me demande comment c'est possible de pas le pénaliser. Non, mais il arrive. Alors, depuis il y a eu cette analyse que je trouve intéressante. Lui, avec son angle de vue, il a tourné la tête, il a vu que ça passait. Ouais, il a checké le point mort, c'est ok. Non, mais en fait, quand tu t'insères sur la 2 fois 2, tu vois, il rentre de camion, il a fait pareil, tu vois, en vrai. Mais c'est vrai que de notre point de vue, c'était super impressionnant. Il va commencer à remonter. Il avait un rythme de fou furieux. Moi, comme toi, Yann, je m'attendais à ce qu'il gagne. Il va commencer à remonter petit à petit. Il va toucher sauf qu'il va toucher Marc Marquez et les deux vont chuter sur une chute assez impressionnante. On va s'arrêter là-dessus. On est tous les trois d'accord pour dire que 100% de la faute est sur Jorge Martin, ou j'ai vu certaines personnes, notamment Martin lui-même, dire que Marquez l'avait très bien vu et qu'il avait gardé la porte fermée. Yann? Toi, t'as pas dit l'inverse sur Twitter? Non, je dois confondre Alors, avec quelqu'un en fait, d'autre. Non, c'est moi, j'ai dit l'inverse. Parce qu'en ouais. fait, sur l'angle de vue en face, j'ai l'impression que Martin est devant, ou qu'ils sont au même niveau. Sur la caméra devant, ouais. Et du coup, j'ai eu l'impression que Marquez insiste et qu'il ferme la porte alors qu'il voit Jorge Martin. Mais sauf qu'en fait, avec un autre angle, tu vois que pas du tout. Martin n'est pas du tout au niveau de Marquez, il le voit que ça passera pas, et il relève et il le met par terre. Donc pour le coup, mais à coup de pas, j'ai pas supprimé le tweet parce que je dis des conneries, ça arrive. Ouais, non, mais c'était pas pour te mettre dans la. Non, mais bien sûr, la mouille, c'était juste pour savoir par rapport à ça, tu vois. Mais, okay. Je vois ce que tu as essayé de faire, Yann, je t'en remercie. Mais effectivement, sur le premier angle, j'avais l'impression que c'était 50-50 pour moi. Quelle est ton analyse, Yann? Non, pour moi, c'est Martin clairement qui est fautif. Après, on sait très bien que dépasser Marquez n'est pas une mince affaire. Mais Marquez, je pense qu'il avait même. Je sais pas s'il l'a dit avant, mais en tout cas, il
avait pas la volonté de gêner Martin, et je pense qu'il se disait quand même que Martin, s'il allait passer, allait pouvoir l'emmener peut-être aussi devant, avec le rythme incroyable de Martin. Donc oui, Martin, de toute façon, il fallait qu'il aille devant, il fallait qu'il gagne la course à tout prix, vraiment, encore plus après son erreur. Donc ouais, il en a trop fait, mais pour moi, c'est logique qu'il en ait trop fait. De toute façon, il avait plus rien à perdre, il fallait tout tenter. Donc bon, il y a eu cette connerie, cette erreur, il s'est excusé, voilà, c'est réglé, c'est fait, quoi. Ouais, je trouve que. Alors, je suis pas très fan de filmer les excuses des pilotes, machin et tout, mais là, je trouve que l'échange qu'on a vu entre les deux, il est plutôt cool. Où Martin lui dit qu'il s'en veut, qu'il a un peu honte et tout, machin, et Marquez lui dit que. Il jouait le championnat du monde, donc il comprend. Après, ça aurait été malvenu de dire Marquez, de lui dire tu m'as mis par terre. Enfin, tu vois. Comment ça? Dis donc, tu connais le prix d'une RCV. Surtout que juste avant, vu ce qu'il met à Bezzeki, genre, ce serait malvenu quand même. C'est vrai. Martin, il est arrivé, il a fait toc toc toc, c'est le karma. Bonsoir. C'est tout. Bonsoir. Maxime, ton analyse sur cet accrochage? Bah, rien de plus à rajouter, il avait pas le choix, Martin, il avait le couteau entre les dents déjà de base en partant derrière. Bagnaia avait la pole, il était parti devant, donc en plus il fait l'erreur, donc oui, il faut qu'il remonte à tout prix. La course est longue, mais il faut pas trop perdre de temps si après il avait une stratégie particulière. Donc non, c'est à l'image de sa course, dans la précipitation. Ouais. La course au titre, ça va s'arrêter là du coup pour Jorge Martin, et quoi qu'il arrive, ensuite Pecco Bagnaia sera titré, on en reparlera. Devant lui, Pecco Bagnaia, il va se faire doubler par les deux KTM qui ont énormément de rythme, je m'y attendais pas du tout. Chute de Bestia, chute d'Augusto Fernandez, on va voir, la piste était très piégeuse tout le week-end, le dimanche va pas déroger à la règle. Devant, Binder est en tête, mais il va faire une erreur, il se dit tiens, c'est trop facile, il fait faire un long lap. Voilà, pour le plaisir. Il se retrouve derrière P6 et derrière il fait du Binder. Genre, pousse-toi de là que je m'y mette, c'est n'importe quoi. Alex Marquez, du coup, il va complètement le pousser, le sortir de la trajectoire, ce qui va valoir à Alex Marquez de lui faire un gros fuck. Bien sûr, les frères Marquez, toujours aussi intelligent, lui, c'est incroyable. Lui, en plus, il a jamais poussé personne, hein, bien entendu, ça lui est jamais arrivé. Il a pas remis son sticker aujourd'hui pour les tests au cas où. Bébé à mort, tout ça. Chute de Jack Miller, qui était en tête. Bon. Pas très étonnant, je sais pas ce que vous en pensez. En plus, il s'était fait remonter par Bagnaia, il était en train de perdre les pneus complets, je pense. Il a déclaré je roulais en fumée des clopes, pour moi c'était fait. Il y a que lui qui croyait. Ouais. Et pas que du tabac dans ses clopes. Non, c'est sûr, mais je sais pas ce qu'il met dedans. Ouais. C'est une catastrophe. Chute de Rins, chute de Paul Espargaro, c'est compliqué. Et derrière, il y a Didia qui se met en route, qui va commencer à remonter comme une balle. Zarco, lui, on n'a pas parlé depuis le début de la course, mais il est dans le dosseret de Bagnaia. Alors, il se promène à une petite seconde, mais il va gratter pour finir dans son dosseret de sel. Didia va passer sur Zarco à 2 tours de la fin, ou dans le dernier tour, je sais plus, à 2 tours de la fin. Et va empêcher Zarco de pouvoir faire son attaque sur Bagnaia, parce que comme tu l'as dit, Maxime, il est en train de préparer son attaque sur Bagnaia pour tenter la victoire. Perso, j'étais debout sur mon canapé parce que je me suis dit, si Zarco gagne sa dernière sur la Ducati, j'explose. Vraiment, j'étais très très chaud. Je t'ai vu tout nu dans Angoulême, j'ai eu l'image quand même. Didia va mettre beaucoup de pression sur Bagnaia dans le dernier tour, mais il va pas le passer. Et c'est Bagnaia qui va remporter la dernière course de la saison pour fêter son titre comme il se doit, devant notre ami Fabio Di Gianantonio, qui sera déclassé pour un problème de pression de pneus. Donc c'est Zarco qui va prendre la deuxième place et Binder la troisième alors qu'il termine quatrième. Raúl Fernandez termine cinquième, Alex Marquez 6, Morbidelli 7, Aleix Espargaro 8, Luca Marini 9 et Maverick Viñales 10e. J'ai une petite question pour vous, pour toi Yann notamment. Didia, est-ce qu'il laisserait pas gagner un peu Bagnaia pour le coup là quand même? Tu sous-entends qu'il a fait exprès de laisser... Mais je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il a eu des opportunités dans le dernier tour et qu'il les a pas prises. Ça m'a traversé l'esprit, et sachant que c'était pas les mêmes conditions qu'au Qatar, c'est-à-dire qu'au Qatar, il n'avait pas de guidon du tout. Et qu'entre-temps, il y avait des discussions, ça a discuté avec Rossi pendant le week-end, donc je pense qu'il s'est dit... Fais pas de conneries, et puis laisse-le gagner, voilà, et t'as ton contrat qui t'attend, t'as un petit stylo 4 couleurs, voilà, t'y vas. Non, mais oui, ça m'a traversé l'esprit, je t'avoue. Il a pas fait pareil en sprint? Si, en sprint, il fait clairement pareil. En sprint, il passe 3 tours derrière, il y va pas. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Après, c'est normal, tu peux pas niquer le championnat du monde de ton employeur, excuse-moi du terme, et du poulain de ton futur employeur. Ouais, c'est ça, c'est vrai.
Un mot vite fait, messieurs, sur du coup le final entre Bagnaia et Martin. Bagnaia du coup est titré sur cette chute de Martin. Yann, qu'est-ce que tu penses de ce duel qu'on a eu? Est-ce que t'es content? Est-ce que t'as kiffé? On a kiffé, je pense, les gars. On a eu un beau duel, c'est ce qu'on aime dans le MotoGP. Alors, t'as un gagnant, un perdant, mais Martin fait un. Martin. Le mec, la France, monsieur. Martin a fait un beau perdant. C'était incroyable. Moi, je sais pas comment vous étiez quand il y avait la grille de départ. Mais devant ma télé, j'étais tendu, quoi. Et ça fait du bien d'être tendu comme ça pour une finale, quoi. T'es fier d'aimer ce sport, vraiment. Putain, j'ai l'impression d'être un homme politique là, les gars. Non, mais c'est ce genre. Donc, non, Bagnaia, écoute, on a eu franchement un très beau duel toute la saison. Il y a toujours ces histoires derrière qui sont un petit peu polluées sur le côté complot, pneus, moto. Moi, franchement, ça me passe clairement au-dessus et on a eu un beau duel avec deux pilotes complètement différents dans la façon d'aborder les courses et c'est exactement ce qu'on voulait. Maxime. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Yann. C'est exactement ça. Si tu arrives à te couper un peu des réseaux et du complot, il y a eu tous les ingrédients qu'il fallait pour que le MotoGP soit ce qu'on veut. En début de saison, on disait qu'est-ce qui manquait au MotoGP par rapport à la F1, c'était clairement ça. C'était clairement un championnat qui va jusqu'au bout, de la tension. Des week-ends où tu sais vraiment les 4 derniers week-ends, tu sais pas ce qui va se passer parce que il y en a un qui est vraiment au-dessus depuis 4 courses, qui tartine en qualif, qui prend la sprint, il est intouchable et derrière t'as Bagnaia qui construit son week-end de manière tellement différente et qui ressort de là, tu crois qu'il est mort et en fait non, il gagne la course. C'est très très fort. Deux caractères complètement différents aussi, comme a dit Yann. Un très exubérant, extravagant, un autre beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme, manque de charisme, comme on peut beaucoup le voir. mais on avait tout ce qu'il fallait en fait. On a... mais pas plus. Et non, vraiment, il y avait tous les ingrédients comme il fallait, du suspense jusqu'au bout. Et toi, Kevin, dis-nous. Je suis d'accord, moi j'ai kiffé vraiment. Je te rejoins à 100% sur cette histoire de complot de pneus et tout. Ça me passe au-dessus, j'y arrive pas. En fait, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de. Faut me laisser tranquille avec ça. Et j'ai adoré leur opposition. Je trouve que Nico, qui fait les lives avec nous, a eu une super formule. Je sais plus si c'était en live ou pas. Mais il disait que cette opposition de style entre les deux donne presque du romantisme à ce qu'on a vu. Je suis tellement d'accord avec ça. En plus, ils sont un peu tirés dessus en conférence de presse, mais pas trop non plus, tu vois. Genre pile ce qu'il faut. Ils s'envoyaient quelques pics, mais sans non plus s'insulter. On n'a pas envie de les voir se jeter des trucs au visage non plus. Et on a eu des affrontements. Ils sont mis des carénages contre carénages. C'était parfait. C'était vraiment parfait. Si Martin avait eu une autre moto qu'une Ducati, là c'était l'apothéose. Mais là vraiment, après on va pas pinailler non plus. C'était trop bien le championnat qu'on a eu cette saison. Jorge Martin, on l'aime ou l'aime pas, il a ce truc un peu à la Marquez. Quand il est sur la piste, il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il a un style invraisemblable et tout. Et Bagnaia, il dégage du calme, une sérénité et tout. J'aime vraiment beaucoup les deux dans leur style. Ouais, puis le petit jeu de tension qu'il y a eu le samedi, tu sais, pour te mettre bien en haleine dans le week-end et tout. Enfin, le vendredi, pardon, je crois. Plutôt. Ouais, quand il lui a mis la pression et tout. Moi, vraiment, tu peux pas rêver mieux parce que t'arrives là sans trop de suspense. Ça chauffe un peu. Martin fait une sprint énorme. C'est. Ouais. Je suis on bien pas d'accord. penser mieux, je pense. Messieurs, je vous propose qu'on clôture ce débrief du week-end de Valence et qu'on donne un petit mot sur les tests qui ont eu lieu aujourd'hui. Parce qu'on enregistre, il est mardi soir, du coup il y a eu les tests pour 2024, on a vu les premiers roulages en MotoGP de Pedro Acosta, et on a vu Marc Marquez monter sur une Ducati, Alex Rins monter sur une Yamaha, et Luca Marini, Johan Zarco monter sur des Honda. Très rapidement, qu'est-ce que vous avez ressorti de ce test? Est-ce que vous les avez regardés? Enfin, je pense que oui, vous avez regardé ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette journée, Yann? Déjà, félicitations à Viñales qui enchaîne un 5e titre de champion du monde de test hivernaux. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Non, en fait, quand je dis ça m'embête beaucoup pour lui parce qu'à un moment, il faudrait que ça se transforme en course.
Mais après, non, pour en venir, l'événement, c'était Marquez, forcément. Moi, j'avais du montage à faire. Bon, j'ai pas beaucoup avancé ce matin, on va pas se mentir. Non, parce que Marquez, on l'a vu, tous les photographes étaient devant le box. La Ducati était magnifique, d'ailleurs, la déco qu'ils ont faite. Et Marquez, il a enchaîné tout de suite. Au bout de 4 tours, tu sens qu'il prend sa marque et puis il fait un chrono plus que correct d'entrée, qui, je crois, le mettait 10e sur la grille d'entrée sur la course de samedi et dimanche. Donc, non... Voilà, c'est plutôt Marquez, moi, qui m'a vraiment qui m'a impressionné. On ne savait pas, on se posait quand même beaucoup de questions. C'est que le début, il ne faut pas faire de conclusion, mais bon, là, quand même, le gars, ça enchaîne. Maxime, dis-nous tout. On ne reviendra pas sur Marquez, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler. Yann a très bien résumé la situation. Moi, c'est plutôt sur les situations des Japonais, où Zarco a fait du bon taf, de ce que j'ai compris. Alors j'ai suivi vraiment de loin, mais je pense que c'est un des mieux placés chez Honda sur les tests, voire le mieux placé. Ils ont l'air d'avoir quand même bien travaillé. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté. Il y a des restructurations qui se sont faites. Ils se remettent vraiment en question. Ils ont apporté 2 protos pour 2024, si je dis pas de bêtises. Une où il y a un trou au milieu. Il y a un trou. Il y a un trou. Et une autre avec laquelle ils ont un peu plus roulé, je pense. Donc, ça taffe, ça rigole pas. Yamaha, eux, sont arrivés avec un nouveau-né. Incroyable. Voilà, ils sont au fond quand même, faut le rappeler, depuis longtemps, donc ce serait bien qu'il à un moment donné, voilà. Et Quartararo, j'ai vu en fin de journée, quand il a essayé de faire un peu de time attack, c'est agacé, il n'arrivait pas à stopper la moto au T1, c'est un peu les highlights que j'ai vu passer. Donc j'ai l'impression en tout cas que si on devait se projeter sur l'année prochaine, je vois plus Honda réussir que Yamaha. En tout cas, je vois plus vite Honda en haut que Yamaha. Ils ont vraiment une volonté, ils tentent des choses, alors que chez Yamaha, on a fait venir un mec de chez Ferrari, mais tu travailles toujours sur un 4 en ligne. Donc, tu peux faire venir un mec de la NASA si tu veux. Ton moteur, il ira peut-être pas forcément plus vite si tu restes borné sur tes idées. Puis, le changement, on perd pas, quoi. Il n'y a pas vraiment de gros changements, il se passe pas grand-chose. On a peur de prendre des risques. Je sais pas pourquoi on a peur de prendre des risques quand on est déjà au fond du trou, mais c'est un peu l'image que ça me renvoie, en tout cas. Je compléterai juste ce que tu as dit en disant qu'il y a Mir qui est P7 quand même avec la Honda à la fin des... Okay. Alors ça veut pas dire grand chose, mais il a fait une bonne séance et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Marquez m'a impressionné et j'ai plus d'espoir en Honda qu'en Yamaha parce qu'ils ont l'air de plus se donner les moyens de réussir à faire les choses. Ouais, et puis alors je sais pas si on peut en parler, mais il y a des nouvelles concessions qui arrivent aussi, donc ça va changer pas mal de paramètres, parce que c'est de la concession qui va être évolutive tout au long de la saison, donc si tu démarres mal, tu peux en tout cas te rattraper, tu auras plus de pneus au test, tu auras plus de jours de test, notamment Yamaha pourra faire le check-down. Voilà, le mec Quartaro pourra rouler au shakedown. Ouais. Voilà, c'est ça, mais bon, ça va être des paramètres importants, mais c'est sûr que s'il y a pas si ça ne suit pas derrière au niveau du développement, voilà. Là, ils ont amené des choses, ils ont amené un moteur, de l'aéro, apparemment l'aéro ça va, mais il faut que ça aille dans la bonne direction, quoi. Ouais. Yes, carrément. Je vous propose qu'on clôture cet épisode avec un quiz. Yes. Oh oui. T'es chaud, Yann? Ouais, surtout que tu m'as dit qu'on gagnait une RCV, donc c'est cool. Ouais, bien sûr. Bien entendu. Il a pas dit quelle taille. Je suis un arnaqueur, ça c'est bien connu. Elle va arriver en 1/30e dans une enveloppe, même pas un 15e, quoi. C'est vraiment... Est-ce que t'es prêt, Maxime? Ouais, je suis prêt et j'ai un petit quiz à vous proposer. Si vous êtes chaud, c'est en fait le principe du quiz, c'est que vous allez chacun votre tour donner une réponse. Et en fait, vous allez devoir compléter 2 grilles du championnat du monde, une simple et une un peu moins. Donc on va essayer de faire le tour et en fait, je vais essayer de compter les points si j'y arrive. Ouais, je suis pas sûr d'arriver à faire tout en même temps parce que on va rentrer dans les clichés vu qu'on est dans la boîte à clapper, je suis un homme. Donc faire 2 choses à la fois, vraiment, c'est pas facile. La première grille, est-ce que déjà c'est clair ce que j'ai expliqué? Ouais, pour moi, oui. Ouais, c'est bon. Ok. La première grille, c'est MotoGP 2013, vu qu'on est dans le thème fin de l'ère Marquez chez Honda. C'est sa première avec eux en MotoGP, donc honneur aux invités. MotoGP 2013, Yann, un premier gars. Pedrosa. Ok. Marquez. Ok. À toi, Yann, hein. Vas-y, moi j'anime juste. Vous ne voyez pas, mais je le montre, mais Valentino Rossi. Ok.
Jorge Lorenzo. Oh putain, les gars, Ok. ils enchaînent les, tu sais, les Ah, coéquipiers. bah, quoi. les gros blazes. On a fait les 4 premiers. Hein. On a fait les 4 premiers du championnat. Andrea Iannone. Andrea Iannone, il est là, il avait pas mangé de steak encore. On continue. Dovizioso. Dovizioso était là aussi. Aleix Espargaro. Aleix Espargaro était là, il finit 11ème. Cal Crutchlow. Cal Crutchlow était là aussi. Lui, il a fini 5ème sur une Yamaha à cette époque-là. Beau gosse. Ouais, c'est peut-être son meilleur classement d'ailleurs. Alvaro c'est dur, là. Bautista. Battista était là aussi, 6ème sur une Honda. Stéphane Bradel. Il était là aussi, bien sûr. Là, ça commence à C'est bizarre que tu l'aies sentir pas dit en premier, ça, quand même. C'est là où je commence à un petit peu à galérer. Il faut juste que je réfléchisse aux motos. C'est dur, on a fait plus de la moitié, je pense, là. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous sécherez, je pense qu'on la finira juste avec des indices sur les gens que je peux vous donner. Il y a des gens, ils ont fait des wildcards, je sais pas qui c'est, on va pas se mentir. Ah, donc on peut donner les wildcards de la saison aussi. Ah, c'est tous les gens qui ont participé. Moi, j'ai un classement. Vas-y. Franchement, si tu me sors des wildcards et que t'arrives pas à me sortir des pilotes permanents. Alors je pense que... J'espère que... Nicky Hayden. Nicky Hayden était là et il a fait la saison complète. Ah, complète. J'hésitais avec wildcard ou complète, mais il était là, ouais. Ok. Il fait la complète sur une Ducati. C'était mon shot, c'était mon prochain. Merde. j'avais pas d'autre. Hector Barbera. Hector C'est propre, ça. Barbera. C'est ça, sur une FTR. Alors, mon gars. Il est venu Ça, nulle c'est- part celui-là. Oh, c'est Hector. beau ça. Vous êtes à égalité, messieurs. Je sais pas compter parce que j'ai marqué que des 1 et faire un calcul, c'est vraiment faux, mais- Non, en fait, c'est que je suis en train de me... Putain, je sais plus quand est-ce que... Non, ils étaient pas encore là, KTM. Parce que je recherche sur les wildcards... Bah, C'est giga dur. On va peut-être à un moment donné mettre un chrono, genre je vais dire 1, 2, 3, un truc comme ça. moi, je dis que Pyro, il était là. Pierrot était là, bien sûr. Pierrot, il était là. Ok. Et il a fait que des... Enfin, il a pas fait une saison complète, je pense pas. Ok, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Là, c'est giga dur. J'ai plein de noms en tête, mais je pense qu'ils arrivent après Marc Marquez, donc ça ne fonctionne pas. Je vais Tu peux tenter un- essayer. Ce qui est je sûr, tente c'est que un t'es pas shot. éliminé. Tu tentes, juste dans la vas-y, règle, vas-y, tu non, tentes, mais après- ça passe après, à Yann et va après être- ça repasse attends, à mais toi. Après, Tu vas ça va pas- être interminable, gros. Donc, Tony Elias. Tony Elias. Tony, hélas, n'est pas là. Oh putain. Non. Yann, tu as la possibilité de faire le break. Bradley Smith. Bradley Smith, il est là. Oh, il est j'étais là. persuadé qu'il y était pas. je croyais qu'il arrivait après Marquez. Oh, je suis deg. Il était là, mec, sur la Yam. Je peux essayer de mettre des points. Ouais, tu peux. Non, mais t'es pas éliminé, t'inquiète. Sinon, Scott mec, Redding. si t'es éliminé. Waouh. Scott Redding. Non, Putain, Scott il Redding, arrive après, non, je suis deg. toujours pas là, mec. Je suis persuadé qu'il arrive après Bradley Smith. Bah donc, si Bradley Smith, Paul Espargaro. Non. Il est Non. champion Il est encore 2013. en Moto 2. Champion Moto 2013. Ah, c'est cette année-là, c'est après. Juste après le départ de Marquez. Allez, on va dire que quand vous êtes trompé 3 fois, vous avez plus le droit de participer parce que sinon ça va jamais se finir, on va pas se mentir. Ouais, Même si vous séchez, à un moment donné ça va être chiant, donc au pire je donnerai des indices, on va les trouver pour le fun et puis voilà quoi. Yoni Hernandez. Yoni Hernandez, il me sort de nom, je sais même pas qui c'est, je crois que c'est un chanteur. Il est là exactement, le Colombien. C'est beau ça. Il te reste une mort, Kevin. Sache-le. Et Yann, tu en as 2. Voilà, il va falloir tenter du lourd. Excuse-moi, j'ai du mal à... Je cherche un peu les nationalités aussi en même temps. Pas de soucis. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je peux vous raconter pendant ce temps-là que DJ D'Antonio, fun fact, a été déclassé, bien sûr, pour 0,01 bar sur 2 tours de plus que les 50% autorisés. Voilà, fun fact du jour. Et que, bien sûr, on déteste Brad Binder, le gâcheur. Yann, une réponse, Ouais, s'il te non, plaît. en fait, c'est que je cherche... Attends, excuse-moi, je essaie de prendre une direction Tente. sur les Tente. pilotes. Vas-y.
Bon, Mais non, je parce qu'en comprends fait, un peu ta question. c'est mort. Non, j'allais chercher un pilote en Midouane. Superbike, mais j'ai personne. Je suis mort. T'es mort, tu laisses ton tour. Ouais. Allez Yann, tente-en une. Yann, pardon. Danilo Petrucci. Danilo Petrucci était là, bien sûr. Ouais. Et vous êtes à égalité. Ah ouais. Est-ce que vous donnez votre langue au chat ou vous en tentez un dernier? Allez, un dernier. Après, on arrête. 5, 4, 3, Ah, je vais pas retrouver le nom Deux. de ce pilote. Je suis en galère. 1. Et je suis désolé, faut que ça cesse à un moment donné, les gars. Randy de Pugnet. Randy de Pugnet était là trop tard. Chais. Vous avez fait, sachez que vous avez fait, vous les avez tous trouvés jusqu'au top, allez, quasiment 17, 18. Il vous manque au milieu Colin Edwards, qui était là. Après, c'est bon, on va pas se mentir, c'est des randoms, à part peut-être Ben Spice, mais bon. Ben voilà. Spi, j'ai hésité. C'était sur la Alex De Pramac. Angelis était là, ouais, sur une Ducati Pramac. Tac. Donc Colin Edwards, vous avez oublié. Alex De Angelis était là. Nakazuka a fait une Oh non. wildcard aussi. Karel Ah, je Abraham vais dire était ça là à la aussi. fin. Abraham était là. Laverty était là. Starring était là, on s'en fout. Javier de la Mort. Est-ce que quelqu'un s'en Bah, souvient de Javier de la Mort? Je vis en coloc avec lui, gars. Lucas Cassa était là aussi. Lucas Pesek était là aussi. Bien sûr, on est content. Et lui, il a fait une saison complète. Sachez que sur les. Alors, il y a combien de courses? Je sais pas compter, il y en a beaucoup trop. Mais il en a pas fini beaucoup. Hein. Il était sur une shooter. Et vraiment, il fait 18 abandon. 19, 16 abandon. 19, 18 abandon. Ouais, c'est long. Bref, il en fait pas beaucoup. C'était un peu Joan Mir. Mais en version République tchèque, quoi. Martin Bauer était là, le frère de Jack, pendant qu'il était en train de faire 24 heures chrono. Tu me ressors de Damian Cudling, il était là, un Australien. Blake Young était là aussi, peut-être un joueur de basket. Il a fait une petite parenthèse. Yvan était là, Yvan Silva. Pour celui de chez nous. Silva, ouais, putain. Et bien sûr, Michael Barnes dit bien sûr, alors que je sais même pas qui c'est, il s'est pas qualifié. Je vous propose qu'on enchaîne, du coup on est obligé de vous départager, je suis désolé, mais là je pense que vous allez pas en avoir beaucoup. Ah, vas-y, Peut-être que faisons oui, une. peut-être que non. En vrai, il y a des noms. On fait vite. 1903, Moto c'est 3 parti. 2017. Moto 3 Moto 3 2017. Attends, t'as L'année dit de Moto Joan 3? Mir. Moto 3 2017, l'année de Joan Mir, mec. Bah, du coup, l'année de Joan Mir, connard. Du coup, ça là, je vous l'offre pas, hein, bien sûr. Je vous en prie, on s'est arrêté sur. On te laisse commencer, Kevin, du coup. Parce que du coup, c'est Yann qui a commencé celui d'avant. Moto 3 2017. Je pense que j'ai un blaze. Fabio Vas-y. Quartararo. Bah ouais, forcément. Fabio Quartararo, mais 2017, il n'est pas là, mec. Ça, Ah ouais? Tu t'es trompé. Il n'est pas déjà là en en Moto 2? 2017. Non, il est coéquipier de. Ah oui, je vois, j'étais pareil que toi là-dessus. Ah, j'étais Et persuadé franchement, je te qu'il le dirai était. pas. Ouais, mec. Locatelli. Du coup, j'ai perdu de vie. T'as perdu une vie, mec. Tu me dis qui, pardon, Yann? Locatelli. Locatelli, je cherche un italien, parce qu'il y en a beaucoup. Non. Oh là là. Non, il n'est pas là. Mais sachez qu'il y en a beaucoup qui sont encore là, un peu partout répartis. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Quand je vais vous dire les noms, on va essayer de les trouver après en devinette. Romano Fenati. Romano bien Fenati, joué. mais là, il finit second derrière Joan Mir. Je sauve l'honneur. John McPhee. John McPhee, bien sûr. Bon, je sais pas si c'est la première, mais une de ses 150 saisons en Moto 3. Lorenzo Dalla Porta. Lorenzo Dalla Porta est là, bien sûr. C'est giga dur. Je te jure que quand on va faire les noms, vous allez être dégoûtés. Jorge Martin. Jorge Martin est là. Je pense que c'est sa première saison, il finit assez loin. Enea Bastianini. Enea Bastianini est là aussi. Oh, il y a plus de suspense que sur la saison Moto 2, je te le dis là. Hein. Je tente un coup de poker, peut-être que je vais dire une grosse connerie. Alexis Masbo. Alexis Masbou n'est pas là, il n'y a qu'un français, vous ne l'avez pas trouvé. Ah. C'est un indice, mais tu vois, c'est vous mort. ne l'avez pas trouvé. Tu vas Jules trouver. Danilo. Ah, pardon, je suis désolé. Tu sais quoi, il y a un complot chez Ducat et ici aussi à la boîte à clapet, les gars. Franchement, tu sais quoi, tout à l'heure, je vais être franc avec toi, j'ai pensé comment l'avantager, mais je me suis dit, ah, vas-y, c'est vraiment dégueulasse quand même.
Pour le coup, j'ai vraiment pas fait exprès. Vas-y, je vais te donner un avantage, Kevin. Il y a un Italien. Kevin, putain, je vais y arriver. Yann, il y a un Italien là-dedans. Waouh, tu m'aides pas. Hein. C'est pas, mentir. tu l'aides pas beaucoup là. Il y a un espagnol Je sais. et un italien. Je sais, je sais. Alors, il y a un casque. Tu pourras trouver. Tu pourras trouver. Non, alors, je sais pas si tu vas t'aider. Il y a un. Ah bah si, Un néerlandais. Un néerlandais là-dedans qui est encore dans le circuit. qui est encore en vie, je crois que tu allais dire. Et c'est pas Max Verstappen, hein, Un néerlandais qui est encore en vie. Waouh. qui est encore dans le circuit. Qui est encore dans le circuit Grand Prix. Et qui est beau. Salak. Voilà, Il est vraiment. beau. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est Non, mais tu vas moi, je dis comprendre. Salak, ça veut rien dire en plus. Il est même pas néerlandais. Non, je suis mais vraiment c'est une pas lui, pipette. vas-y. C'est pas lui. Beau. Non, Beau, mais vraiment en beau. fait, j'allais te donner Bagnaia. Ah putain, si beau. Il est beau, BO. Mais il l'a pas. Il est beau, Ben. Ah oui, c'est bon. Ouais, vous m'aidez, by Snyder. Merci. Allez, J'ai l'impression. un point pour Yann. Oui, merci. Un point pour Yann, putain. En vrai, on va s'arrêter parce que la liste est longue. On va en faire. Je vais vous donner 2 chances chacun, histoire qu'on puisse Vas-y. essayer de finir à. Kevin a pris l'avantage, Yann. Que je te le Ouais, dise, il a je pris sais. un coup d'avance. Je suis à la spie ou pas? Oui, Ok. t'es à la spie. Parce qu'en vrai, il peut craquer. Je le connais. Oh là là, oui, bien sûr que je peux craquer. C'est super dur. Je tente un truc aussi, je suis vraiment pas sûr de moi. Jaume Mazia. Jaume Mazia. Jaume Mazia. Il était là. Bien joué. Oh, il Il était là. 2, 3, 4 courses il fait dans la saison. Il était là. Ah, j'en c'est ai dur, un en ça. tête, mais je ne retrouve plus son nom. Un pilote italien qui est resté pendant 20 ans là-dedans avec ses cheveux bouclés. Je donne des indices en plus, t'as vu, je suis une petite chatte sympa. J'en ai un qui m'est venu, du coup, j'espère que c'est pas. Bon, en tout cas, je te l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si tu as entendu, mais pour moi, Bagnaia était là. Francesco Bagnaia. Vu comment tu cherches, je pense qu'il est pas là. Je pense pas. moi. Je pense qu'il n'est pas là. Ok, pense que donc je là, vais je laisser, viens. il est malheureusement pas là. me demande Je si viens de c'est perdre pas la l'avant, là. petite Moto 2. Là, je viens de perdre avant, mais je peux encore percuter Kevin ou pas dans un virage Aïe aïe aïe. Andrea Mignot. Andrea Mignot. Il était là. Ah, Jeu putain. 7 et match. Aïe aïe aïe. Coup dur. Victoire de Kevin. J'ai envie de chialer. Je peux vous en faire Silvio deviner Vietti. quelques-uns. Non, reste tranquille. Tant qu'on parle de bouclé italien, qui est encore sur la grille en ce moment, qui vous vient? Bah, Morbidelli, non? Non, Ouais, je il pensais est pas à il est lui. passé par Ah, Moto3. Bezzecchi. 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 Ah ouais, Bezzecchi était là. Bezzecchi Oui. était là. Qui c'est qu'il y a de marquant un peu qu'on pourrait Jakub dire? Kornfeld. Et Jakub Kornfeld, il est de quel pays celui-là que je le retrouve? Il était là aussi. C'est bien marrant que tu dis joué, ça mais ce matin. Dans ma tête, ça a traîné son nom, je ne peux pas savoir pourquoi. C'est lui qui, en 2017, du coup, j'y pense. Bezzecchi, en fait, il fait un high side devant nous au raccordement. Et c'est lui qui décolle Kornfeld sur la moto de je sais plus qui là. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est C'est vrai. pour ça que ça me. C'est vrai. Un japonais qui était encore là en début de saison, qui s'est fait sauter à mi-saison en Moto 3, Ah, Suzuki. était là aussi déjà. Oh, Bien t'as joué. dit- Celui qui a signé chez le GMT en Superbike était là aussi. Ah oui, Hotel. Hotel, oui, c'est vrai, parce que je me suis occupé du palmarès et tout, et c'est vrai qu'il était là. T'as Ouais, raté un ouais. truc du coup dans le palmarès. En fait, si on peut faire un coup sur Hotel, je suis bon, mais je sais que ça va pas intéresser grand monde. Voilà. Mais- Oh non, le palmarès, du coup, c'est quoi? Il me semble qu'il a 3 podiums et une victoire en Moto 3. C'est honnête. Vous avez raté quelqu'un qui a toujours pas gagné en Moto 2 et qui a fini 3ème cette année-là. Canette. Canet était là aussi. Wow. Canet était là aussi. Didja. Bastianini, on a dit. McPhee, on a dit. Gian Antonio était là. Ah, 5ème, il finit. Putain. Quelqu'un, je du sais. coup. OnlyFans, tout ça, on en a parlé tout à l'heure. OnlyFans Ramirez. Ramirez. Marcos Ramirez, bien sûr, était là. Bon, après, voilà, on a fait un peu le tour. Boulega était là aussi. Livioloy putain. était là. Ah, Livioloy. Nicolo Antonelli était là. Darin Binder était là aussi. Ah, c'est Danilo Antonelli que tu Ratti. cherchais peut-être. Ouais, c'est Antonelli que je cherchais. Denis Foggia était là. Albert Arenas était là aussi. Il y a quelques noms voilà, qui peuvent revenir. Danny Kent Ok. était là aussi. Arbolino était là aussi. C'est un super intéressant parce que tu dis quand même que les mecs sont là depuis un petit moment, quoi. Ouais. C'est fou, hein, quand même. hein. Ouais. Et ils n'ont pas forcément
performer hein, quand tu vois que Tony Arbolino, la saison qu'il fait, bon, c'est peut-être sa saison de rookie, hein, mais il est saison complète et c'est peut-être l'avant-dernier de ceux qui ont fait des saisons complètes, tu vois. Et le dernier, bien sûr, c'est Patrick Poulkinen. Ah non, Bien sûr. Patrick, en fait, il a monté une franchise, il fait de la boulangerie maintenant, un peu comme Paul, mais dans les pays de l'Est. Voilà. Non, mais tu sais que t'es pas très loin avec l'histoire des pays de l'Est, parce que c'est un Finlandais et il a roulé sur une Peugeot à l'époque. Camoulox. 3008. C'est pour ça que ça fini dernier, vu qu'il était sur un Solex, bien sûr. Merci beaucoup Maxime pour ce quiz, c'était vraiment très très cool. Je pense qu'il est temps de conclure cet épisode qui est beaucoup Oui, trop long. c'était long. Yann, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. J'espère que t'es pas au bout de ta vie parce que ça fait une éternité qu'on enregistre. Non, en fait, franchement, j'ai kiffé grave. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est très sincère ce que je vous dis parce qu'en plus, je suis un peu plus en mode, je suis pas présentateur. Je suis en mode roue libre, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'était en mode détente. Je suis à la maison, il y a mon chat qui traîne à côté, ma chérie est partie bosser et j'ai passé un super moment avec vous, les gars, et c'était vraiment cool. Eh ben, écoute, on signe. Si on revient l'année prochaine, on s'en refait une dans l'année. Et Ouais, avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup de nouveau Yann. Je vous rappelle à ceux qui nous écoutent, pour nous suivre, vous êtes habitués Twitter pour me suivre et le groupe Facebook Les Danchini MotoGP, et pour nous écouter YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ce qui existe à peu près. Maintenant, vous devez pouvoir nous trouver. On va essayer de faire un débrief de fin de saison. Je sais pas trop si on va y arriver, quand est-ce qu'on va y arriver, donc c'est pas une promesse. Ouais, c'est la promesse qu'on va essayer de le faire. Et est-ce qu'on sera là en 2024? Dès que je le sais, je vous le dis, parce que je le sais toujours pas. C'est aussi fiable qu'une victoire d'Honda, quoi. C'est vraiment, Exactement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis cette année. C'était très très cool. Et puis de toute façon, on vous fait des cœurs. Encore merci beaucoup Yann. Merci Maxime pour ton aide, parce que si t'avais pas été là, c'était pas possible, j'aurais explosé, je pense. Donc merci pour ton aide toute l'année. Merci à toi. Parce que du coup, si c'est le dernier épisode de l'année, vite fait, je tenais à te remercier quand même de m'avoir laissé l'opportunité de participer au podcast cette année. C'était vraiment une expérience giga cool, ça nous a permis de rencontrer... putain. Je mettrai une musique triste au montage. Et non, ça nous a permis de rencontrer plein de gens, de discuter avec plein de gens de moto, c'est hyper cool. Vraiment, c'est super top. On le dit pas assez souvent, mais merci aux gens qui nous suivent aussi. Yes. Je sais pas s'ils sont encore là, mais ceux qui sont encore là, merci du coup d'être encore là et d'avoir supporté ce brave podcast. Je pense que c'est le mot, c'est vraiment le mot, le brave podcast, toute l'année. Si vous êtes encore là, envoyez-moi un message privé avec juste ornithorynque pour voir les gens qui écoutent. Et non, c'était vraiment très cool. Très cool. Tant mieux. Merci à tous. Allez voir la course dans la pause sur YouTube. C'est incroyable. Vous allez kiffer. Et surtout, suivez Yann sur les réseaux sociaux parce que ça vaut le détour. Vas-y, Yann. Bah non, j'allais dire, suivez Kevin, la boîte à clapets sur les réseaux, notamment sur Twitter. Voilà. Merci beaucoup. La bise à tous et à bientôt. Salut les gars. Ciao les gars. Salut. Congratulations! Oh, incroyable! Sebastian fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? If in the future happens something with you, it will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out!